Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste. S'il est de mieux en mieux connu en Occident, surtout depuis les années 70, le bouddhisme reste pourtant difficile à cerner et est souvent l'objet de malentendus, notamment en ce qui concerne les multiples courants, écoles, véhicules qui le composent. Alors qu'entend-on par ces différents termes? À quoi ces écoles correspondent-elles? Et leur définition s'applique-t-elle à toutes les aires géographiques où s'est diffusé le bouddhisme? Nous allons tenter d'y voir plus clair avec notre invité, Philippe Cornu. Philippe Cornu, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'Institut d'études bouddhiques. Vous êtes également enseignant à l'université à l'INALCO et à l'Université catholique de Louvain. Vous pratiquez le bouddhisme depuis 35 ans dans la tradition tibétaine. Vous traduisez également de nombreux textes en tibétain. Et vous venez de publier un livre, Le bouddhisme, une philosophie du bonheur, point d'interrogation, aux éditions du Seuil. Alors Philippe Cornu, première question, comment établir la différence entre ces trois termes, je le disais, véhicule, courant, école? À quoi correspondent ces termes? Oui, alors il faut peut-être les hiérarchiser dans le sens où le courant, c'est ce qui est le plus vaste. Donc un courant, on peut dire qu'il y a trois grands courants. Il y a un courant dans le sud-est asiatique qui correspond effectivement à une école pour le coup, mais c'est ce qu'on appelle le Theravada, qui est issu du bouddhisme ancien. Donc c'est un grand courant qui englobe les pays du sud-est asiatique, Sri Lanka et Thaïlande, Birmanie, Laos et Cambodge. Et puis vous avez le courant sino-japonais qui représente un grand courant mahayaniste qui s'est constitué en Chine, puis qui est passé à la Corée, qui est passé au Vietnam et qui est passé au Japon. Et puis enfin, le troisième grand courant, c'est le courant dit indo-tibétain, dans le sens où c'est le courant de l'Inde, disons, tardive, du bouddhisme tardif de l'Inde, qui est passé au Tibet, et du Tibet qui est passé à la Mongolie, et également à certaines régions de la Sibérie. Donc ce sont les trois grands courants, on peut dire. Et qu'est-ce qu'on entend par le mot école alors? Alors une école, c'est dans un courant, il y a des écoles. Et les écoles se définissent beaucoup plus comme des choix philosophiques particuliers, accompagnés souvent, parce que ce sont aussi des écoles de pratique, puisque dans le bouddhisme on ne dissocie jamais la pratique de la philosophie. Donc la philosophie a toujours un but de pratique, donc il y a aussi des pratiques spécifiques qui vont être choisies plus particulièrement en fonction des choix philosophiques. Et c'est ça qui va constituer véritablement des écoles. Et dans les écoles, on a des lignées également. Il peut y avoir plusieurs lignées de maîtres dans une même école. Donc c'est un ensemble quand même, mais quand même assez précisé. Les écoles sont assez précises. Et puis enfin, les histoires de yana. Alors là, les yanas, c'est là où les choses sont les plus confuses en général. Alors les yanas, c'est les véhicules? Oui, oui, tout à fait. Alors véhicule, ça veut dire moyen de transport, moyen d'aller d'un point à un autre. C'est-à-dire de partir de là où nous sommes pour aller vers l'éveil, pour aller vers la libération. Donc il y a différentes, ce sont en quelque sorte un ensemble de méthodes qui constituent un véhicule, alors évidemment étayées par une philosophie qui correspond à ces méthodes. Mais le véhicule, c'est un mot qui n'est apparu finalement dans son acception actuelle que dans le Mahayana. C'est le Mahayana lui-même qui a commencé à vraiment parler de véhicule, parce que dans le bouddhisme ancien, finalement, on suivait la voix des auditeurs, c'est-à-dire ceux qui écoutaient l'enseignement du Bouddha, qui essayaient de l'appliquer pour devenir des éveillés qu'on appelle des arhats. Donc il y avait finalement un seul véritable véhicule préconisé pour tous. Alors le Mahayana qui propose un autre véhicule qui est celui des bodhisattvas, qui donc suivent une voie altruiste, qui essayent d'œuvrer au bien des êtres et qui vise le plein éveil d'un Bouddha comme celui du Bouddha historique, alors là, effectivement, c'est un véhicule différent, qui ne fonctionne pas selon les mêmes critères. Alors, pour se différencier de ce qui était proposé autrefois, donc ils ont distingué plusieurs véhicules. Donc il y en a trois principaux, c'est ça? Oui, alors effectivement, alors dans ce cadre-là, dans le cadre donc du Mahayana, on distingue trois grands véhicules. Le Shravaka Yana, le véhicule des auditeurs, qui correspond donc à l'ancien véhicule qui est toujours préconisé dans l'école Theravada, comme le véhicule principal. Le véhicule des Bouddhas par soi, c'est-à-dire en fait des Bouddhas qui se réalisent en solitaire,
sans recevoir d'enseignement, mais c'est un petit peu un cas de figure, un cas d'école, si vous voulez. Hein. C'est un peu pour les éveillés isolés qui pourraient exister. Hein, parce qu'après tout, si notre véritable nature est ce qu'elle est, il est normal que certaines personnes puissent retrouver leur véritable nature, même sans l'aide de personne. Hein. À la limite, c'est prévu pour ça, je pense. Mais c'est un peu théorique. Et puis enfin, le véhicule des bodhisattvas, le bodhisattvayana, qui s'identifie en fait au Mahayana en tant que tel, grand véhicule du point de vue du Mahayana, puisque pour eux, le but est beaucoup plus vaste que celui, effectivement, des 2 premiers véhicules. Ça, c'est la façon de voir, disons, en Inde. Par la suite, avec le bouddhisme tibétain, on a également 3 façons de regarder les véhicules, et même aussi dans le bouddhisme chinois, parfois. On dit parfois Hinayana, ou véhicule moindre, Mahayana, grand véhicule, et Vajrayana, ou véhicule de diamant, qui correspond au véhicule tantrique essentiellement. Alors, on reviendra un petit peu plus tard sur le Vajrayana, mais quelle est la grande différence entre le Hinayana et le Mahayana, Philippe Cornu? Alors, le mot Hinayana, déjà, est malheureux. Il peut être utilisé dans un contexte historique précis qui est lié à des polémiques entre le Mahayana émergent et les écoles anciennes qui sont taxées de Hinayana par rapport à ces vues, parce qu'il y avait des discussions. Hein. Mais en fait, le Mahayana lui-même n'était qu'un courant qui émergeait petit à petit des écoles anciennes et qui a voulu s'en différencier. Et à un moment donné, dans les écrits du Mahayana, effectivement, on traite effectivement souvent les tenants des écoles anciennes de Hinayana, d'adeptes du Hinayana. Alors, c'est un petit peu péjoratif. À l'heure actuelle, toutes les écoles qui étaient taxées de Hinayana ont disparu. Hein, et l'école qui est issue du bouddhisme ancien et qui est bien vivante à l'heure actuelle dans le sud-est asiatique, c'est l'école Theravada. Mais l'école Theravada n'entend pas être taxée de Hinayana non plus, parce que ça correspond à une réalité historique très ancienne. Ce n'est pas le cas de l'école Theravadine qui a complètement évolué depuis et qui a d'ailleurs, certes, se rattache à un canon ancien, le canon Pali, mais qui, dans ses méthodes, a parfois certaines influences du Mahayana. Donc il ne faut pas voir le Theravada non plus comme une espèce de bloc monolithique. D'accord. Et tout à l'heure, vous évoquiez donc le Vajrayana. De quoi s'agit-il plus précisément? Alors, le Vajrayana, je dirais que c'est la prolongation pratique avec un ensemble de moyens, de méthodes de pratique très précis, très techniques, qui permettent de prolonger complètement le Mahayana dans son application. C'est-à-dire que le Mahayana pose toute la philosophie définitive, en quelque sorte. Après le Mahayana, il n'y a plus véritablement d'innovation philosophique, mais par contre, le chemin est très long. Quand il est présenté dans les textes du Mahayana classique, il dure une infinité de temps pour qu'un bodhisattva puisse devenir un Bouddha pleinement éveillé. Alors on peut être un petit peu plus impatient, c'est possible, et surtout à notre époque. Alors le Vajrayana propose des raccourcis et permet d'aller beaucoup plus vite dans le chemin. Pourquoi? Parce qu'il donne des méthodes qui vraiment font feu de tout bois, on peut dire, et permettent véritablement de tout transformer en outil d'éveil. Par exemple Par exemple, on va utiliser la visualisation, on va utiliser les mantras, on va utiliser le principe du mandala, on va utiliser des techniques corporelles de yoga, qui vont être liées à ces visualisations, etc. Et on a un ensemble de moyens qui sont extrêmement habiles et très, très intelligemment liés entre eux pour que vraiment on transforme notre vision et où on unifie complètement le corps, la parole et l'esprit dans une pratique qui est véritablement, je veux dire, qui forme une sorte d'ensemble véritablement cohérent et qui permet, disons, de mûrir beaucoup plus rapidement. Et est-ce que, selon vous, on peut parler de hiérarchisation des véhicules? Et si c'est le cas, de quel point de vue? Alors, la hiérarchisation des véhicules, ça a été le grand truc des Chinois, d'une part, hein, parce qu'ils avaient besoin de hiérarchiser, en fait, les écrits, hein, les sutras, notamment. Donc, les grandes écoles chinoises ont hiérarchisé en 4-5 niveaux les différents sutras du Bouddha, attribués au Bouddha. Et puis les Tibétains aussi ont fait une hiérarchisation entre justement ce qu'on appelle petit véhicule, grand véhicule et Vajrayana. Il y a même eu des hiérarchisations qui vont jusqu'à 9 yanas.
9 yanas, ça commence à faire beaucoup, hein, dont 6 sont du Vajrayana. Et les 3 premiers, on retrouve les 3 premiers dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire véhicules des auditeurs, des Bouddhas pour soi et des Bodhisattvas. Et donc, c'est valable pour des moines, c'est valable pour une pédagogie monastique, je dirais. Mais c'est très didactique, ces hiérarchisations. Mais par exemple, en Occident, c'est beaucoup moins pertinent, à mon sens, dans le sens où tout le monde peut choisir son chemin. En Occident, c'est différent. Comment faire concrètement, Philippe Cornu? Parce que c'est vrai que ça semble compliqué de s'y retrouver. Vous nous avez donné beaucoup d'informations, mais concrètement. Bien sûr. Concrètement, il faut plonger. Il faut aller voir dans les centres quand un maître passe, quand faire des retraites, commencer à s'engager petit à petit, à regarder un petit peu dans des enseignements généraux, voir un petit peu aussi tester un peu la communauté, le maître qui enseigne, et puis petit à petit, à l'écoute de l'enseignement, on voit l'enseignement qui va nous convenir. Au début, on est obligé de papillonner un peu. Et puis ensuite, effectivement, il s'agit de se décider pour un chemin, parce qu'on ne peut pas faire tous les chemins en même temps, évidemment. Donc, à l'heure actuelle, le problème, c'est qu'il y a des gens qui papillonnent toute leur vie. Mais si on veut vraiment faire un chemin, il faut creuser son sillon. Et est-ce que le rôle du maître est aussi important dans toutes les écoles, dans tous les véhicules, ou pas ? Non, dans le sens où, par exemple, dans le Theravada, le véritable maître, le seul véritable maître, c'est le Bouddha. Et donc, on a des amis spirituels. Des gens qui sont experts en méditation vont être des amis spirituels. Des moines anciens, des Theras, vont être en quelque sorte des conseillers spirituels. Mais ils vont toujours se référer aux Écritures quand ils donnent des conseils. Ils ne donneront pas de conseils véritablement venant de leur expérience véritablement personnelle. Alors que dans le Mahayana, la relation avec le disciple est plus importante, plus intime, disons. Et en plus, c'est un ami spirituel, mais c'est un ami spirituel qui peut avoir un rôle déclencheur d'éveil. Par exemple, on le voit très bien dans le Chan et le Zen, où le maître a une très grande importance. Mais c'est valable dans d'autres chemins aussi du bouddhisme sino-japonais. Il n'y a pas que le Zen. Il y a donc aussi des véhicules tantriques, il y a aussi des écoles comme la terrasse céleste, etc. Et ce sont des écoles où les maîtres ont compté. Les lignées de maîtres sont très importantes. Et puis, donc, dans le Mahayana, le maître prend son importance. Et on parle même de maîtres qui sont des trésors nationaux parfois. Donc ça devient vraiment important, même au niveau impérial. Et puis, dans le bouddhisme Vajrayana, alors là, le maître devient crucial parce que les méthodes sont tellement puissantes que si vous n'êtes pas guidé pas à pas, vous risquez quand même de glisser et de vous faire mal. Donc il est très important d'avoir un maître qui vous guide et de lui rapporter ses expériences pour pouvoir continuer la progression et voir si on se vous revoit ou non. Ça, c'est extrêmement important de ce point de vue. Et donc c'est une relation de collaboration étroite avec le maître. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Philippe Cornu. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité Philippe Cornu, Le bouddhisme, une philosophie du bonheur, 12 questions sur la voie du Bouddha, publié aux éditions du Seuil. Toujours aux éditions du Seuil de notre invité, La terre du Bouddha, avec des photographies de Michel Gautin. Vous pourrez y retrouver l'histoire et le développement du bouddhisme et de ses idées, ainsi que ses rapports avec les coutumes et les anciennes croyances locales. Le bonheur est entre vos mains, petit guide du bouddhisme à l'usage de tous, de Dzigar Kongtrul, préfacé par Mathieu Ricard et publié chez Nil Éditions. Un livre passionnant sur les enseignements du Bouddha, où l'auteur nous explique avec intelligence et humour comment trouver des remèdes à nos doutes et à l'insécurité qui nous assaillent au quotidien. Et enfin, Le bouddhisme de Cécile Becker, publié chez Erol, une excellente synthèse d'introduction aux fondamentaux du bouddhisme, de son émergence en Inde à sa diffusion contemporaine. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À la semaine prochaine.